patienter.
le ministre Mohamed Salia Touré, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, je réponds au nom de Binatou Koulibaly. Je suis accompagnée par ma collègue Doko Traoré. Nous avons l'honneur d'assurer la maîtrise de cérémonie aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, chers invités, monsieur le ministre, monsieur Mohamed Salia Touré, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, monsieur Amadou Touré, ministre Monsieur Amadou Touré, ministre de l'économie numérique et de la communication, Monsieur le représentant du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Promotion des investissements, Monsieur le représentant de l'ambassade de France au Mali, chers représentants du partenaire technique et financier du Mali, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Union européenne, l'Agence française de développement, le Conseil des investisseurs européens, l'UNESCO, l'UNICEF, Madame Valérie Belvert, DG RMO Mali et vice-présidente du cluster Digital Africa. Alors, bienvenue à tous. Nous adressons nos sincères salutations à notre partenaire Membus, représenté par M. Laurent Dadalto, et son collaborateur M. Mathias Foy, sans qui cet événement n'aurait pas lieu. Donc, bienvenue. Alors, mesdames et messieurs, honorables invités en vos rangs, grades et protocoles confondus, la bienvenue à cette remise par le Membus au Cirtique. Sans plus tarder, le programme d'aujourd'hui s'annonce comme suite. Nous aurons le mot du feu du groupe famille, M. Amadou Diawara, et juste après, nous allons également avoir droit à quelques mots de M. l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Bart Ouvry. Si ça a un petit changement de programme. Et juste après, nous aurons également des mots de Membus, du président de Membus, M. Laurent Dadalto, qui sera suivi par des démonstrations d'équipe. Directeur général de l'AFD, juste après, nous allons M. Mohamed Salia Touré. Juste après, nous laisserons la place au ministre de l'économie numérique et de la qui sera suivi par... Alors, sans plus tarder, nous invitons M. Amadou Diawara, s'il vous plaît, pour le mot de bienvenue. Je dirais, il y a l'émotion qui est là aujourd'hui, mais je vais commencer quand même par dire bonjour et merci d'être venu aujourd'hui. Et pour ne pas faire trop de protocole, parce que je pense que mes collègues du groupe famille, on a voulu utiliser aussi nos personnels pour faire maîtresse des cérémonies, donc pour montrer que ça aussi c'est possible chez nous. Et je voudrais quand même commencer par saluer la présence de nos deux ministres, Monsieur le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la communication, Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, et saluer aussi la présence de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, le directeur général de l'Agence française de développement, et saluer aussi la présence de la coordinatrice d'ICM qui aujourd'hui est là, et son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Danemark au Mali, que je remercie d'être venu,
et le représentant du FMI au Mali et le Conseil économique de l'ambassade de France au Mali, et aussi notre vice-présidente et directrice générale de Raymond, Madame Valérie également de présent, et sans oublier aussi le représentant du ministère de l'Industrie et du Commerce et également avec nous, et l'ensemble des structures aussi présentes, notamment AGETIC, qui est un de nos partenaires, et aussi la CEMAPI et tous ceux qui sont aujourd'hui dans cette salle. Et aussi mes saluons à chers collègues qui sont rapidement pour pouvoir donner plus la possibilité, le temps, parce que le calendrier est très chargé. Donc, vous avez remarqué un peu d'André, et nous savons qu'avoir deux ministres, c'est pas évident. Et je voudrais juste présenter un peu ce qu'on fait, nous, à FAMIB. C'est aujourd'hui, c'est un petit groupe de 200 personnes. On est 200 collaborateurs un petit peu présents dans la sous-région, et mais aussi en France, avec une présence à New York également, et au Rwanda. Et nous nous sommes donnés comme mission d'être une entreprise sociale, c'est-à-dire qu'on travaille sur des projets qui ont un impact directement sur la société. Et c'est pourquoi nous avons lancé plusieurs projets, notamment le projet aujourd'hui qui nous a le plus donné de visibilité et qui nous fait aujourd'hui nous permettre d'être présents ici. C'est surtout l'université virtuelle qu'on avait lancée le mois de novembre dernier, ici d'ailleurs à l'hôtel Azalai. Nous sommes aujourd'hui à une année avec 20 000 étudiants, donc nous pensons que c'est une réussite pour le Mali et pour nous. Et au-delà de cela, nous avons plusieurs projets qui ont commencé à émerger. Donc, nous avons pensé également à un autre projet qui est une plateforme d'intelligence collective, dont je salue aujourd'hui la présence de plusieurs partenaires. Nous venons de projets également par le représentant de la Banque mondiale que je salue également. Et nous avons lancé le cluster Digital Africa. Et ce cluster nous a permis tout simplement de réfléchir à des problèmes qui le numérique peut résoudre facilement. Donc, on remercie les deux ministres et la plupart d'entre vous qui nous accompagnent dans ce projet. Et c'est là que nous avons demandé à l'ambassadeur du cluster, qui est un partenaire avec qui nous co-développons depuis plusieurs années de partenariat depuis Toulouse. Nous avons parlé aujourd'hui de notre souhait d'utiliser le numérique comme levier de développement, mais aussi de croissance pour notre pays, le Mali, mais de savoir que nous avons cette vocation, disons cette mission que nous nous sommes donnée pour travailler sur comment utiliser le numérique pour créer plus d'emplois dans notre pays, mais aussi qu'il y ait de l'employabilité, mais comment aussi créer et apporter des solutions pour les services aux différentes entreprises du secteur privé. Nous savons qu'en Afrique, on a raté toutes les révolutions, si je peux me permettre de le dire, mais nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui de rater cette révolution technologique et industrielle. Et nous pensons que nous avons les atouts, les moyens nécessaires. Et cette crise, la pandémie, la COVID-19 a dû démontrer tout le potentiel africain aujourd'hui et tout ce que ces jeunes Africains peuvent le faire aussi et se positionner sur la carte du monde. Et je répète cette phrase du ministre de l'économie numérique et de la communication qui, il y a quelques mois, disait qu'il souhaitait que le Mali soit parmi les top 10. Et nous sommes en train de lui faire comprendre qu'aujourd'hui, le groupe FAMIB s'est donné cette mission aujourd'hui de l'accompagner pour que le Mali ne soit pas parmi les top 10, mais au moins les deux premiers. Et nous pensons qu'avec l'accompagnement de vous tous dans cette salle, ça nous donne de l'espoir. C'est-à-dire qu'il y a très peu une entreprise de notre taille, disons, privée comme nous, une start-up, ne pouvait pas se permettre de réunir aujourd'hui tous ces beaux mondes dans une salle pour venir écouter et lui présenter ces projets. Et c'est fait parce que progressivement, à travers le soutien de plusieurs de nos partenaires comme les CIEM, nous avons réussi à avoir la confiance de tout le monde. Et cette confiance aujourd'hui nous donne de l'espoir. Mais nous avons deux ministres qui sont là dans cette salle. Ça prouve aussi tout l'intérêt du gouvernement du Mali, aussi à avoir ces start-up, ces petites entreprises émerger. Et nous pensons que c'est une victoire pour la jeunesse malienne, mais africaine, parce que aujourd'hui on est suivi par des milliers de jeunes. L'ensemble de nos étudiants de l'université suivent ce qui se passe aujourd'hui et on a beaucoup de partenaires qui nous suivent un peu partout dans le monde et sont en train de regarder. Et beaucoup de médias à l'international aussi sont en train de suivre par visioconférence et une plateforme qui nous appartient, nous, le groupe FAMIB, qu'on a mis à disposition. Et de ce cluster était né aussi un autre projet qui est Kingi Social, qui est aujourd'hui un réseau social que nous avons lancé, où je ne vais pas m'éterniser dessus parce que ce n'est pas le but de la journée, mais c'est juste pour la petite histoire, c'est que le réseau social aujourd'hui est adapté à nos réalités culturelles, socio-économiques et puis environnementales, parce qu'on a quand même intégré toutes les langues africaines, pas que maliennes, mais rwandais, sénégalais et autres qui aujourd'hui va permettre de donner plusieurs outils, en tout cas à des jeunes maliens et africains de pouvoir utiliser, étudier dessus. Et sans plus tarder, je laisserai plus Laurent aller plus sur les outils, parce que nous avons la chance aujourd'hui, je vous demanderai de l'applaudir très très fort, Membus Academy, parce qu'il vient nous offrir 100 000 € d'équipement pour la formation professionnelle. C'est-à-dire que le métier professionnel, moi j'avais donné un engagement également au ministre de l'emploi et de la formation professionnelle pour dire qu'aujourd'hui il y a un besoin réel de la formation professionnelle, parce que étant membre du CIEM, forcément nos discussions sur le secteur privé, c'est qu'il y a un besoin crucial de main-d'œuvre.
Et ce besoin de main-d'œuvre aujourd'hui, il vient de Togo, de Bénin, d'ailleurs. Et pourtant, on dit que nous avons nos jeunes qui sont en chômage. Et pour cela, et avec le numérique aujourd'hui, que nous, notre secteur, nous savons que c'est transversal, nous pouvons apporter des solutions et c'est pourquoi aujourd'hui, pour tenir cet engagement qu'on avait dit qu'on va accompagner notre pays à travers tous les partenaires techniques et tous les partenaires aujourd'hui qui sont le CIEM, aujourd'hui vous tous présents dans cette salle, parce que c'est aussi ça le partenariat, c'est de venir nous soutenir par votre présence. Et je pense qu'on a l'UNESCO et l'UNICEF qui viennent de nous rejoindre également. Donc, décidément, je pense qu'aujourd'hui, on est le peu gâté parce qu'on a même réussi à avoir le ministre au Sénégal à la fois de l'économie numérique, donc c'est qui est bien. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de former tous les jeunes Maliens et nous avons 100 000 euros de dons qui est offert par Menbus Academy et avec le transfert de compétences. Quand il m'a parlé, Laurent, il m'a dit, Amadou, je voudrais venir dans ton pays pour t'encourager dans ce que tu es en train de faire, mais aussi comment on co-développe des solutions à des projets. Je lui ai dit, Laurent, je n'ai aucun problème que tu me donnes 100 000 euros. J'aimerais bien, bien sûr que pour la première fois, quelqu'un m'aide, parce que l'ensemble de ces projets aujourd'hui sont financés que par le groupe famille. Pour l'instant, on aimerait bien que l'AFD, l'Union européenne, l'ambassade d'Allemagne, tout le monde nous accompagne, l'ambassade de France et tout le monde, mais aussi que l'État aussi nous accompagne. Mais pour l'instant, il est le seul et le premier à nous accompagner. Mais je lui ai dit que j'ai un problème. S'il n'y a pas de transfert de compétences, ça ne m'intéresse pas. Parce que l'objectif pour moi aujourd'hui, c'est de pouvoir donner cette main-d'œuvre à notre secteur privé. Voilà ce qu'on voulait faire. Merci à vous tous et que Dieu vous préserve et protège notre pays. En tout cas, bravo Laurent et merci, cher ami. Si on peut laisser la place, on va changer un peu pour que l'ambassadeur de l'Union européenne puisse dire quelques mots. Merci Laurent. Merci beaucoup. Et merci de me céder la parole. Monsieur le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Promotion des... Pardon. Monsieur le ministre de l'Économie numérique et de la Communication, Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, merci beaucoup d'être là. Votre présence, elle est importante. Ça a été dit, mais je ne peux que le confirmer. Je salue aussi mes collègues. Il y a l'ambassadeur de Danemark. Il y a Valérie, le représentant de l'ambassade de France. Il y a le directeur de l'AFD. Merci François d'être là. Je salue aussi Valérie, l'autre Valérie, qui est aussi qui représente ici quelque part le secteur privé organisé, le patronat. Je sais que tu es très actif là-dedans. Je crois que nous avons ici un cocktail très important. Et quand le CIEM m'a parlé de ce projet, merci Anne, tu représentes ici le CIEM, j'ai immédiatement été enthousiaste parce que j'ai 4 messages et on m'a demandé d'être très bref. Tout d'abord, pour nous, le secteur privé, le développement du secteur privé au Mali, c'est pour nous une de nos priorités. Nous savons très bien qu'il faut un État fort, il faut une société civile, mais sans un secteur privé fort, nous n'allons pas voir de croissance durable. Et donc, dans notre action politique, mais aussi de coopération, nous soutenons le secteur privé. C'est un engagement qui, aujourd'hui, reste encore relativement limité, mais notre but, c'est dans les années à venir de développer davantage cet engagement. Et je salue d'ailleurs aussi, j'ai oublié mon ami René Topsoba, le représentant du FMI ici. Je sais aussi que c'est une de vos soucis, ce développement du secteur privé. Deuxième élément, c'est la jeunesse. Nous savons très bien, si nous voulons stabiliser ce pays, que la jeunesse est importante. C'est dans ce cadre, par exemple, que nous travaillons beaucoup avec le secteur de l'éducation. Mais ce qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est un moyen de multiplier l'effet de nos efforts. Parce que nous savons très bien que on peut construire plus d'écoles, on peut former plus de gens, mais à un certain moment, il faut trouver des effets multiplicateurs. Et je crois que c'est là où cette initiative est importante. Elle nous offre, grâce aux nouvelles technologies, qu'embrasse finalement aussi, avec énormément d'engouement, les Maliens, nous allons trouver un moyen de multiplier nos efforts et d'être plus effectifs. Et troisième élément, c'est la formation manuelle. Si nous voulons un Mali qui soit compétitif, il faut que les travailleurs
qu'ils aient des compétences. Ils en ont déjà beaucoup. Il y a une grande tradition, d'artisanat malienne, mais il faut le moderniser. Et ça, c'est, à mon avis, une des conditions pour véritablement être compétitif sur un marché qui est de plus en plus compétitif, demandeur. Et donc, je crois que là, nous avons une proposition intéressante. Finalement, le virtuel, ce qu'on appelle ICT en bon franglais, nous savons que c'est quelque chose qui peut vraiment donner un coup d'accélérateur. Et pour nous aussi, dans les années à venir, c'est une de nos priorités. Nous croyons que utiliser le virtuel est une manière de, quelque part, de rattraper un certain retard. Et même, je crois pour le Mali, ça peut offrir d'énormes avantages. Et donc, je crois que ces 4 arguments m'ont motivé d'être là avec vous. Et pour moi, implique que ce genre d'initiative, il faut les suivre de près. Je ne fais pas de promesses, bien entendu, mais n'hésitez pas à venir nous voir, encore une fois, à travailler avec vous. Nous allons choisir les meilleurs et je crois que cette assemblée déjà prouve que vous êtes en bonne voie et que nous avons ici des propositions tout à fait intéressantes qui peuvent vraiment tirer le Mali, accélérer le Mali vers plus de prospérité, vers plus de stabilité et être un facteur de paix. Et donc, je tiens à féliciter les organisateurs et à vous dire toute mon appréciation pour cette très belle initiative. Et je remercie encore une fois les 2 ministres d'être là. C'est signe de votre engagement. Nous savons que l'État ne peut pas tout faire, mais l'appui de l'État pour ce genre de formation manuelle est extrêmement importante. Merci d'être avec nous. Ça nous donne beaucoup de courage pour même plus accompagner le Mali vers son développement. Merci beaucoup. Et je tiens à m'excuser parce que j'ai un rendez-vous avec un des collègues membres du gouvernement qui était urgent et n'est pas pu le replacer. Donc, je vais dans quelques instants, mais je vais rester vraiment au maximum possible. Merci beaucoup. Bien, merci à vous, Monsieur Laurent Ouli, ambassadeur de l'Union européenne. Alors, nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Mossadegh Bali, qui est consul général de la Principauté de Monaco, également président d'honneur du cluster Digital Africa. Bienvenue à vous. Dalto, qui est CEO et fondateur du discours et pour la démonstration des kits. Alors, Monsieur Dalto, vous avez la parole. Là, vous m'entendez trop, là. Super. Merci. Bonjour à tous. Bonjour, messieurs les ministres. Bonjour, mesdames. Bonjour, messieurs. Je voudrais commencer par vraiment remercier chaleureusement le groupe Famib. Ça coupe par moment, en fait. Vous m'entendez? Je vais crier. Vous m'entendez par petits bouts. Sinon, je parle le micro si ça passe pas. Si la régie me dit que c'est bon, c'est bon. C'est bon, tout va bien. Donc, je tiens à remercier le groupe Famille de m'avoir invité aujourd'hui. On n'a pas facilement pu venir dans les conditions actuelles, mais on est très heureux d'avoir réussi à passer les frontières et d'être là cette semaine au Mali. Pour moi, c'est la première fois que je viens en Afrique de l'Ouest, et donc c'est la première fois que je viens au Mali. Et vraiment, je suis pas déçu, ça fait que 3 jours que je suis là. Mais j'ai déjà appris tellement de choses et vu tellement de choses que je suis impressionné. Donc vraiment, merci à toute l'équipe Famib, en particulier tous ceux qui ont organisé cet événement si vite et si bien, parce que franchement, c'est un gros challenge de faire ce que vous avez fait. Donc déjà, j'aimerais qu'on les applaudisse à eux, parce que bravo, bravo pour tout ce que vous faites. Je voudrais adresser un remerciement particulier aussi, parce que je crois beaucoup au destin des rencontres. Et il y a 2 personnes qui m'ont qui sont 2 personnes essentielles pour moi. La première, vous la connaissez pas. La première s'appelle
par thème. Bon, super. La première s'appelle Alain Di Crescenzo. Ce monsieur est président de la Chambre de commerce et d'industrie de la région d'Occitanie où j'habite. Et il m'a mis en relation avec un monsieur qui s'appelle Karim Raoui. Et c'est grâce à cet enchaînement de rencontres. Bon, là, j'ai un double micro. Allô? Ça marche? Ouais. J'entends? Ouais. Moi, je vais essayer de vous casser les oreilles. Ouais. C'est bon, là? Test micro. Vous pouvez essayer. Test micro. On va y arriver? Ouais. Bon, ben alors, du coup, je range ça, j'en ai plus besoin. Sinon, moi, je vais faire plein de gestes des mains parce que je suis italien, alors je peux pas parler sans mes mains. Bref, donc du coup, alors là, je peux plus bouger. Donc du coup, que disais-je? Karim, je voulais parler de toi parce que le lien entre les gens est essentiel pour arriver à monter ce projet. Et les mois qui ont précédé, les discussions que j'ai pu avoir avec Karim, puis avec Amadou, etc., m'ont vraiment convaincu de l'enjeu de ce projet. Et je pense que si j'avais juste écouté les infos ou écouté les gens en France qui connaissent pas le Mali, je serais jamais venu. Donc vraiment un grand merci à vous. Pour moi, c'est essentiel. Aujourd'hui, on vit une crise sanitaire planétaire. Mais au-delà de la crise sanitaire, je pense qu'il y a une crise bien supérieure à ça, qui est la crise économique et la crise sociale, qui va arriver, qui commence déjà à être là, mais qui va être une vague bien plus violente que la crise sanitaire en soi. L'économie doit s'adapter à ce nouveau mode de fonctionnement et doit s'adapter de manière durable. Et aujourd'hui, au lieu d'essayer de trouver des solutions, on asphyxie l'économie. Donc on continue dans ce cercle vicieux à ne pas trouver la solution à un problème qu'on connaît. Le problème sanitaire, il existe. Et les solutions économiques et sociales, elles existent aussi. Simplement, on ne les voit pas. Moi, j'ai la chance de travailler sur ce thème depuis 20 ans. Et depuis 20 ans, d'essayer d'amener des solutions qui fonctionnent, parce qu'on les a démontrées dans plusieurs pays dans le monde. Mais jusqu'à présent, personne ne nous écoutait et tout le monde nous prenait surtout pour des créateurs innovants, mais pas utiles. Et le fait que la Covid arrive, en fait, nous a amené à être plus visibles et les gens nous écoutaient un peu plus. Et si vous voulez, c'est l'enjeu d'aujourd'hui, c'est de savoir comment on peut faire développer l'économie, l'employabilité, la vie sociale et l'intégration dans un monde où on reste confiné et où on va continuer à garder nos masques et à avoir peur du contact. Donc, j'ai juste 2-3 slides à vous passer si jamais ils peuvent apparaître sur l'écran. Pour vous expliquer un peu ce qu'on fait chez Membus et pourquoi on est là aujourd'hui. Ça arrive. Super, merci. Bon alors, je crois que j'ai pas non plus la télécommande qui va fonctionner, donc il va falloir que je te fasse signe à la main, comme ça. On va faire au manuel. Vas-y, je pense que ça passe pas. Non. Tu peux voilà, merci. Donc voilà, c'était pour vous dire que le côté global, le monde, on connaît un peu chez Membus. On travaille surtout dans l'hémisphère nord, vous le voyez. On travaille dans une 50aine de pays avec une 30aine de revendeurs. Membus, c'est 20 personnes seulement, basées majoritairement à Toulouse, dans le sud de la France, et puis quelques personnes à Chicago, également aux États-Unis, parce que les Américains, si on n'est pas américain, on ne vend pas, vous le savez. Donc c'est pour ça qu'on s'est installé là-bas. Mais globalement, on est pratiquement dans tous les pays asiatiques. On est beaucoup en Europe, évidemment.
et la carte là est pas à jour. Mais vous voyez, en Afrique, on n'est pas là. On est un peu au Maghreb, on est un peu en Afrique du Sud, mais en Afrique, on n'y est pas. On n'a jamais réussi à trouver le bon partenaire pour y être. Mais la problématique, elle est la même partout. Et la problématique, moi, ce qui m'intéresse, c'est les métiers manuels. C'est ce que vous avez dit, monsieur l'ambassadeur. Je pense qu'aujourd'hui, on a une problématique liée à ça, parce qu'on a quand même toujours des métiers qui sont soit mal vus, c'est en fonction des pays, en fait. Les pays qui sont très développés déconseillent ces métiers-là. Okay, les pays en voie de développement vont pas avoir de la main-d'œuvre qualifiée pour travailler sur ces métiers-là. Donc en fait, c'est un double problème. Il faut former plus de gens dans ces métiers-là et il faut les former bien. C'est ça l'enjeu. Donc voilà, je vous donne un exemple chiffré, précis de ce que ça veut dire et ça va parler à tout le monde. On a bientôt 200 milliards de dollars qui ne sont pas récupérés parce qu'on n'a pas les gens pour les produire. C'est dans le monde, d'accord, mais c'est quand même une énorme somme, 200 milliards de dollars. Et les projections de l'Institut économique, qui sont des projections de 2018, donc elles sont vieilles, indiquent qu'en 2030, ça va être 600 milliards de dollars. Et les chiffres ont été revus depuis, puisque le Covid a changé la donne. Et en fait, qu'est-ce qui se passe à cause du Covid? Ben, ces chiffres, ils montent en flèche. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour former les jeunes, pour former des gens sur ces métiers-là, il faut, c'est les métiers manuels, il faut les faire pratiquer, il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils sortent de chez eux. Il faut que les formateurs les forment, ou dans l'entreprise, pareil. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils veulent encore moins sortir qu'avant. Et les centres de formation ne trouvent plus personne pour venir travailler chez eux. Donc, vous voyez, c'est des métiers mal vus, c'est des métiers qui, globalement, sont peu pratiqués dans les écoles. Et en termes de qualité, on n'a pas une qualité suffisante dans la formation parce qu'on n'a pas les moyens de la mettre en œuvre. Donc nous, chez Membus, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va utiliser les nouvelles technologies, on va aller au bout de l'usage des technologies. Donc, moi, je suis de formation chercheur. J'ai un doctorat en informatique spécialisé en images de synthèse. Il y a 30 ans, j'ai 25 ans, on va dire, déjà, je travaillais dans la réalité virtuelle. On ne travaillait pas pour les métiers manuels, on travaillait pour les militaires, on travaillait pour la NASA, on travaillait, vous voyez, des gens qui ont beaucoup d'argent parce que c'était des projets qui coûtaient extrêmement cher et compliqués à mettre en place. Depuis, les choses ont évolué. Début des années 2000, je rencontre un monsieur, un formateur soudeur, un vieux monsieur qui partait à la retraite et qui me dit « Écoute Laurent, j'ai des petits-enfants qui jouent à la console, je les vois jouer, en 5 secondes, ils apprennent à manier la console, ils apprennent à faire des trucs super compliqués dans des mondes virtuels. Est-ce que tu peux pas me faire pareil pour mes soudeurs ?» Donc là, j'ai bien rigolé, parce que moi, je pensais que c'était pas du tout possible. Et comme j'avais un financement de la Commission européenne, un petit financement d'1,5 million quand même, donc c'est pour vous dire le coût de développement de ces solutions à l'époque. Grâce à ce financement, on a développé le premier simulateur de soudage au monde. Et on l'a commercialisé. On l'a présenté au Salon de l'Industrie, à Paris, en 2004. Et là, ça a été un choc, en fait. On a découvert comment les gens réagissaient à ça. On a découvert les soudeurs passionnés par ça. On a découvert les formateurs qui disaient, enfin, vous avez une solution pour nous. Et on a découvert que c'était pas des Français, globalement, qui venaient nous voir. C'était des gens du monde entier, en fait, sur ce salon. On a découvert la problématique globale de la formation au métier manuel. Donc moi qui suis de formation chercheur mais enseignant aussi, qui suis d'une famille pauvre italienne, mon père était maçon, faisait un peu tous les boulots, j'ai trouvé là une passion de développer l'image des métiers manuels à travers des technos qui sont ma spécialité, je dirais. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on est allé vers ces métiers-là. Donc le premier simulateur, c'est un simulateur de soudage. Alors pour pas faire des discours trop longs, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire les démos des simulateurs pendant qu'on parle. Comme ça, vous allez voir de quoi on parle concrètement. C'est important parce que on peut pas. Je peux vous dire que ça fait tout et n'importe quoi, mais si vous le ressentez pas, vous pouvez pas vous rendre compte de ce que je vous dis. Parce que vraiment, on va positionner la personne dans une situation de travail. Et il faut que vous le ressentiez pour comprendre ça. Donc le simulateur, c'est un simulateur de soudage, le plus vieux, mais qui a beaucoup évolué. Et là, c'est la dernière évolution que j'amène au Mali.
Donc, Mimbus a décidé d'offrir au groupe Famille, pour son projet de centre de formation, 4 équipements complets, 2 simulateurs de formation au geste du soudeur, qui sont là. Donc, je vais inviter Mathias, mon collègue, à s'approcher, et il va vous montrer ce à quoi ça ressemble. En fait, il va souder, en fait, et en même temps, je vais vous expliquer ce qu'il fait. Voilà, on va pouvoir le retransmettre. Donc là, c'est très très simple. On rentre pas dans une grosse technologie parce que les soudeurs, il nous en faut beaucoup, il faut les former vite. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va travailler le geste. Il prend, vous voyez, Mathias tient à la main un outil qui ressemble à une torche. Sur son écran apparaît simplement une pièce à souder. Donc, je vais attendre un tout petit peu juste que la technique raccorde la vidéo. Mais vous le voyez de toute façon sur la vidéo qui est à droite, là, la vidéo caméra. Donc en fait, il va pratiquer, et il va pratiquer autant qu'il veut. Il va pouvoir répéter le geste jusqu'à ce qu'il ait une mémoire musculaire du geste. Et vous voyez, c'est très très simple techniquement. C'est pas très compliqué. On a quoi? Un écran, une souris qui ressemble à une torche à souder, qui est un peu plus qu'une souris. Mais c'est facile, et c'est facile à utiliser n'importe où. Il n'y a pas de risque, vous n'allez pas vous cramer, il n'y a pas de coût, ne consomme pas de matière, donc tout va bien. Vas-y Mathias, tu peux y aller? Non, vas-y, oui, bien sûr. Vas-y. Donc il se sert de la torche comme d'un outil pour souder, vous allez voir, et il va faire apparaître, une fois qu'il a sélectionné l'exercice sur lequel il veut travailler, il va faire apparaître la pièce à souder, voilà, la voilà, et puis nous, on va pouvoir le guider. Alors ce qui est très intéressant, c'est que comme on est dans le virtuel, on peut inventer plein de choses. On va rajouter des guides visuels qui n'existent pas dans la réalité. On va l'aider à comprendre quel est le bon geste. On va le guider vers le bon geste. Donc en autonomie, un élève peut travailler sur ce genre d'équipement autant qu'il veut. On peut faire travailler plusieurs élèves, puisque vous voyez, le temps qu'il soude, c'est très très rapide. Voilà. Il va faire un cordon descendant, là, voilà, tout le... Et tout ce qu'il est en train de faire va être analysé, va être capté et va être remonté au formateur. Donc sur le soudage, donc, qui est le plus gros métier, il y a une info intéressante aussi, par exemple, amusante, je dirais, aux États-Unis. Dans les métiers manuels aux États-Unis, il y a à peu près 7 millions de postes ouverts. Et il y a 6 millions de personnes au chômage qui ont ces capacités-là à peu près. Donc en fait, on se dit il y a quand même un problème de lien là. On a des gens qui cherchent du travail et on n'arrive pas à les mettre sur les métiers d'industrie. Donc voilà un outil qui permettrait de le faire, par exemple. Donc, on a développé d'autres systèmes. On a développé des systèmes pour apprendre à souder, pour apprendre à faire de la menuiserie, beaucoup d'autres systèmes. Là, je vais maintenant vous montrer la dernière évolution, ce qui permet de faire un peu tous les métiers. C'est ce genre de produit aussi qu'on aimerait intégrer au Mali, en particulier dans le nouveau centre de formation ici à Bamako. Donc l'idée, vous le voyez, c'est une mallette là. Donc la mallette, elle est très robuste, elle résiste à l'eau, au choc, à ce que vous voulez. Vous pouvez vous balader avec, comme une mallette de voyage. Et dans la mallette, vous avez tout ce qu'il faut pour travailler. Vous avez un casque, vous avez des manettes, vous avez un ordinateur. Et surtout, vous allez pouvoir, avec la même mallette, travailler sur des tas de métiers différents. Aujourd'hui, c'est à peu près une quinzaine de métiers, je vous montrerai, qui sont sur cette mallette. Et en fait, on travaille là sur de la vraie réalité virtuelle. Donc, vous allez voir, Mathias va mettre le casque. Et à partir du moment où il met le casque, il ne voit plus rien. Il ne nous voit plus à nous. Il voit uniquement ce qui est affiché dans son casque. Et dans le casque, on va pouvoir le projeter dans un atelier. On va pouvoir le projeter sur un échafaudage. On va pouvoir le mettre dans une situation à risque. Et on va analyser ce qu'il fait de la même manière que pour le soudage. Vous voyez, là, il est dans un atelier, dans un petit atelier, et il va pouvoir sélectionner un exercice, travailler sur un domaine d'activité. Et l'intérêt de cette mallette, c'est que c'est du plus derrière. On peut créer autant de métiers qu'on veut. Donc, c'est aussi l'enjeu qu'on a avec Famib aujourd'hui, et c'est une énorme chance qu'on ait Famib comme partenaire,
Parce que si on nous demande demain un nouveau métier, on parlait de caroleur, parce que je vais vous montrer les métiers qu'on a aujourd'hui, on n'a pas caroleur. Mais caroleur, tous mes revendeurs me le demandent dans le monde entier. Donc, on pourrait créer le métier caroleur ici, et ensuite en faire bénéficier le monde entier avec notre réseau. Donc voilà, vous voyez exactement ce que vous voyez à l'écran là, c'est exactement ce que lui voit dans le casque. Donc il va s'identifier, chaque élève s'identifie, il peut sélectionner l'exercice sur lequel il va travailler, ou alors le formateur peut avoir décidé de l'exercice. Donc là, il n'a pas le choix, c'est le formateur qui le guide. Là, ici, il est en mode libre, on va dire, et il choisit de travailler sur l'électricité pour pratiquer un exercice débutant d'électricité. Voilà, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs contenus. Encore une fois, le contenu, et en plus, est totalement modifiable parce que c'est un pur logiciel, donc c'est assez facile de l'adapter. Donc là, il est en train de suivre un débriefing de ce qu'il doit faire, et puis il va commencer la mission. Alors, quelque chose d'intéressant qu'il faut que vous notiez, c'est cette montre qu'il regarde. Régulièrement, il va regarder cette montre. À son poignet, il a un assistant virtuel qui lui dit ce qu'il doit faire. Et l'intelligence pédagogique aussi, là, elle va jusqu'à informer de moins en moins l'élève, en fonction de ce qu'il fait, ou carrément faire disparaître la montre parce qu'on considère qu'il est assez fort. Donc le système, il est suffisamment intelligent, et en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève, il va adapter les informations à fournir. Pour pas le ralentir, pour pas le bloquer, mais pour pas le ralentir et pour être sûr que chaque individu va aller le plus vite possible vers le métier professionnel, vers la compétence professionnelle. Donc Mathias, je te laisse avancer, vas-y, hein, tu continues, tu vas jusqu'à l'armoire électrique. Donc là, il se prépare, on lui demande de s'équiper, vous voyez, il va s'équiper, il va aller prendre les équipements qu'il faut et les mettre dans sa mallette. Une fois que la mallette est complète et qu'il a tout ce qu'il faut, là, il se retrouve sur un lieu de travail. Donc Mathias, tu peux regarder, voilà. Autour de lui, il a une machine industrielle éteinte, a priori, et puis contre le mur, il va avoir un coffret électrique. Donc la machine est en panne, il y a quelque chose qui a disjoncté, on lui demande de remplacer un équipement. Voilà, c'est l'exercice qu'il a à faire. Donc à nouveau, il va suivre les instructions qui sont sur sa montre et réaliser les opérations. On va faire avancer un tout petit peu. Et ce que j'aimerais vous proposer, messieurs les ministres, si ça vous intéresse, je vous proposerai d'essayer dès maintenant de mettre le casque pour que vous vous rendiez compte de ce que ça fait en fait. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes d'accord? Super. Donc, en fait, Mathias va vous équiper, va déjà nettoyer le casque par mesure d'hygiène, bien sûr, et ensuite va vous équiper et va vous dire, vous allez voir, c'est très très simple, va vous dire comment vous orienter. Alors, en parlant du Covid, on se dit, ces équipements, c'est pas très bien pour le Covid. Mais en fait, si vous réfléchissez, c'est très facile à nettoyer parce qu'en fait, vous lavez les mains avant de toucher les manettes et c'est bon. Il faut juste nettoyer le casque. Par rapport à se retrouver dans un atelier, toucher les tournevis, toucher les vis, toucher les plaques, etc. Ça, c'est carrément plus possible aujourd'hui. Donc, en fin de compte, c'est plutôt quelque chose positif dans la situation d'hygiène sanitaire, d'urgence sanitaire qu'on a aujourd'hui. Alors ça y est, monsieur le ministre est rentré dans le monde virtuel, je crois, ça y est. On va lui donner ses mains parce que pour l'instant, il n'a pas de main. Vous avez vu, en fait, on tient des joysticks, mais lui, il ne voit pas les joysticks. Il voit des mains dans le monde. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'au bout d'un moment d'utilisation de ces équipements, vous oubliez que c'est des joysticks que vous avez dans les mains et vous imaginez que c'est vos mains, en fait. Vous pensez que c'est vos mains. Vraiment, réellement. C'est un temps. Il faut forcément un petit temps d'acclimatation, puisque quand on n'a jamais été dans un monde virtuel, il faut s'y acclimater, et très peu de gens l'ont fait aujourd'hui, mais c'est très très rapide. Et on n'est jamais malade. On va quelquefois poser la question. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent effectivement qu'on peut être malade dans les mondes virtuels, et je peux vous rendre malade, je vous garantis que je peux vous rendre malade et vous faire vomir en 5 minutes en mettant le casque, mais c'est vraiment de la responsabilité de ceux qui développent la solution. C'est-à-dire que nous, chez Membus, on a la capacité de développer des solutions qui sont safe,
qui évite de vous rendre malade, parce qu'on évite de vous faire bouger des images trop vite devant vous, on évite d'avoir une qualité d'image trop mauvaise devant vos yeux, etc. Donc on connaît la technique et on sait l'utiliser à bon escient. Une chose intéressante à savoir aussi en réalité virtuelle, c'est qu'on est 5 à 6 fois plus concentré dans le monde virtuel qu'en réel. On augmente la concentration en travaillant dans le virtuel. Vous voyez, Monsieur le ministre va essayer d'ouvrir la poignée du coffret, là, donc en attrapant. Mais là, c'est vrai que c'est plus naturel avec la main, puisqu'on l'attrape. Là, il faut, avec le joystick et la gâchette du joystick, il faut attraper l'élément et le faire tourner pour pouvoir l'ouvrir. Voilà, super, voilà, hop, parfait, bravo. Super, merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Peut-être le ministre de la formation professionnelle, c'est un peu obligatoire. Hein. Alors, monsieur le Le Mali étant un des premiers producteurs mondiaux d'anciens ministres, je crois que j'ai une profession en train d'apprendre. Donc, alors, pour le ministre de la formation professionnelle, on va faire une vraie évaluation en direct. Non, je rigole. Une petite pause nettoyage, bien sûr. Donc, pendant ce temps, je tiens à vous dire que les équipes de Famib et Mathias seront là après la conférence avec les équipements allumés. Donc, vous pourrez tous venir essayer l'équipement. N'hésitez pas à les solliciter, on sera là pendant le cocktail. Donc, si vous voulez voir ce que ça donne, et profitez-en. Il faut vraiment le coup. Si vous n'avez jamais essayé, il faut vraiment que vous essayiez au moins une fois. Voilà, à nouveau, on reprend ses mains. Il faut s'habituer à avoir des mains volantes et à essayer de les attraper la première fois. Alors, il y a une chose qui n'existe pas dans le réel, dans le virtuel, c'est la téléportation. Et oui, parce que, vous voyez, on a défini par exemple une zone de travail, là, qui est devant vous, ici. Mais si monsieur le ministre veut travailler à l'autre bout de la salle, il va avoir un petit problème. Il va falloir qu'il traîne la mallette. Et le câble de la mallette derrière lui, ça va être douloureux et difficile. Donc, pour cela, on a inventé la téléportation en virtuel. Donc, monsieur le ministre peut, à un moment donné, s'il veut se déplacer loin dans l'atelier, utiliser une fonctionnalité qui lui permet de se projeter ailleurs, se projeter plus loin. Et ça, c'est très important parce que ça nous permet de créer des mondes gigantesques. On peut créer une usine entière, on peut créer un chantier gigantesque, et vous le verrez quand vous ferez les tests après pendant le cocktail. On a des chantiers de travail dans le BTP très grands, et on se déplace en sautant comme ça d'un endroit à l'autre, en se téléportant. Ah ben là, voilà, justement un exemple, c'est que, en fait, monsieur le ministre, vous avez activé la téléportation. Il y a deux touches, en fait, il y a la gâchette pour activer un objet et la téléportation. Donc, c'est des fois, au début, on mélange les deux, c'est normal. Et là, vous êtes un tout petit peu téléporté, vous voyez, plus près du mur. Et du coup, après, il faut vous resituer, l'armoire étant juste à votre gauche, je crois. Voilà, ça c'est la téléportation, vous voyez. On voit un cercle vert, et hop, quand il relâche, il se téléporte à côté de l'armoire. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut vous faire ressentir énormément de choses. Je parlais de la concentration, je peux vous concentrer 6 fois plus, je peux vous déconcentrer aussi 6 fois plus. Donc, je contrôle la façon dont vous êtes concentré. Et toutes les sensations que vous avez liées à votre vue, comme l'équilibre, je peux vous faire perdre l'équilibre. C'est pas rigolo parce que vous allez tomber, ça va vous faire mal, c'est pas le but. Mais par exemple, je peux vous faire ressentir le vertige. Je peux vous faire monter en haut d'un immeuble sur un échafaudage et vous allez vraiment avoir le vertige.
Et mine de rien, c'est très important parce que quand vous travaillez dans le BTP avec des gens qui doivent construire des échafaudages et que vous vous rendez compte à la fin, quand il est en haut des 5 étages, ah, c'est fini, voilà. Bravo, monsieur le ministre. Bon, c'est bon, on vous garde. C'est ça, on vous garde pour électricien, alors c'est parfait. Oui, je finissais en disant le vertige, quand on a des problèmes, souvent, c'est qu'on demande aux gens de monter l'échafaudage et tout d'un coup, ils déclenchent le vertige alors qu'ils sont au 3e ou 4e étage. Pas de suite. Et là, vous avez quelqu'un planté en haut de l'échafaudage, complètement paralysé, qui ne peut plus rien faire et qu'il vous faut aller chercher parce qu'il a le vertige et qui fera sûrement pas un bon monteur d'échafaudage. Donc, plutôt que de prendre ce risque, ce danger pour lui et pour le centre de formation, ben avec le virtuel, on le fait avant. Si on peut repasser sur la présentation. Et je vais finir par vous présenter l'usage de ces outils. Ouais. Ouais, c'est ça, je vais vous le montrer en image, mais en fait, en termes de métier, aujourd'hui, dans cette mallette-là, on va dire qu'on a 3 grands domaines d'activité. On a les industries. Donc, quand je dis métier de l'industrie, nous, dans les métiers de l'industrie, on englobe l'électricien, l'opérateur sur ligne de production. Ouais, on va le voir là sur les présentations suivantes. Donc, ça, c'est la mallette dont je vous ai parlé. Voilà. Donc là, vous avez tout ce qui est industrie. Donc, maintenance, ligne de production, opérateur climatisation et froid. Enfin, ça, c'est des enjeux très importants. Aujourd'hui, on manque de climaticiens. On manque d'opérateurs aussi de maintenance, de réparateurs. Et on manque d'électriciens, bien sûr. Deuxième partie, deuxième grand domaine d'activité, le bâtiment, la construction. Et là, on va se retrouver, là, je vous montre ce qui existe aujourd'hui parce que ça vient de sortir. Donc, on travaille surtout sur la sécurisation, apprendre à se déplacer en sécurité dans un chantier, apprendre à travailler en hauteur, apprendre à monter un échafaudage. Et les prochains titres qui vont sortir travailleront sur la plomberie, le carrelage, le plaquiste, enfin voilà, tous les métiers liés aux grosses œuvres ou aux finitions dans le bâtiment. Et ensuite, le dernier, qui est vraiment tout nouveau, celui-là, c'est l'alimentaire. Alors, on met agro, agri, alimentaire dans ce gros secteur d'activité, qui lui est très, très, très peu aujourd'hui couvert par les solutions digitales. Il y a vraiment très peu de solutions là-dedans. Il faut dire qu'apprendre à découper de la viande, apprendre à cuisiner, apprendre à faire de la pâtisserie, on n'imagine pas trop en fait comment on peut le faire en réalité virtuelle. Ben si on a trouvé des solutions. Membus, on a travaillé avec la French Pastry School à Chicago, c'est l'école de pâtisserie française américaine basée à Chicago, tenue par des chefs étoilés. Et en fait, ils nous ont fait découvrir, puisqu'à chaque fois nous on découvre le métier, toute l'alchimie et la chimie ou la physique qui se retrouvent dans la pâtisserie. Et en fait, la pâtisserie, c'est très systématique, je dirais. Si vous faites les choses bien, dans le bon ordre, à la bonne distance, avec les bonnes quantités, vous allez réussir. Voilà. Et donc on a découvert avec plaisir aussi ce nouveau métier. Donc ça, c'est le dernier domaine d'activité. L'élément clé de tout ça, c'est la pédagogie. C'est très fun, on s'est bien amusé à jouer dans ces classes, etc. Mais ça reste un jeu, en fait, si on s'en sert que comme ça. Nous, on a connecté tous ces éléments, aujourd'hui plus de 20 métiers, à un système central, une espèce d'intelligence qui capte tout ce que vous faites. Donc c'est pour ça que, monsieur le ministre, quand je vous disais qu'on va vous évaluer, on a gardé les résultats, on vous les enverra. Hein. Mais toutes ces infos remontent dans le cloud, sur Internet, sont décortiquées compétence par compétence, c'est-à-dire concentration, précision, qualité d'exécution, vitesse d'exécution, etc., individu par individu, et transmis au formateur. Donc, le formateur, il est capable individuellement de voir les capacités de ses élèves. Et c'est ça la clé, en fait. C'est ça qui fait que ça marche. En d'autres mots, ce que je vous dis, en fait, c'est que le digital, c'est un super outil, mais sans l'humain, il sert à rien dans notre domaine. Donc, le formateur qui va utiliser Vulcan, c'est la clé de tout le reste de la solution que je vous présente.
Et ça veut dire aussi que, on va en parler juste après, que le formateur, vous imaginez bien que c'est un formateur un peu augmenté aussi. Il faut qu'il ait la capacité de s'en servir. Alors aujourd'hui, c'est quoi les usages? Ça marche comment? Aujourd'hui, nous, on a un peu plus de 2000 clients dans le monde, on a près d'une cinquantaine de milliers de machines installées dans le monde. Comment on s'en sert? Première chose, c'est faire découvrir les métiers, attirer vers ces métiers-là. Et ça, vous avez besoin juste de ça, là, voilà, de cette machine. Pas besoin de connecter à Internet. Ça permet déjà de découvrir ce que c'est le métier. Des métiers qu'on n'imaginait pas, des nouveaux métiers parfois. C'est le premier point. Ensuite, recruter. Alors, recruter, c'est plein de choses à la fois. C'est la validation des acquis déjà. C'est vous prenez des gens qui ont travaillé des années en tant que soudeur, mais qui n'ont jamais eu de diplôme. Avec le simulateur, on peut évaluer leurs compétences assez rapidement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a le recrutement. Donc, vous avez une entreprise qui cherche à recruter un certain nombre de personnes. Voilà, parfait. Je peux savoir parmi le groupe ceux qui sont plus talentueux, qui ont plus de compétences, d'appétence, je dirais, vers ce métier-là. Et du coup, on va gagner du temps. Parce qu'en termes de formation, on aura moins de temps de formation pour arriver jusqu'au métier au niveau professionnel. Et ensuite, le dernier élément qui pour moi est clé, c'est l'orientation. C'est la clé aujourd'hui. On a besoin de réemploi. Moi, je suis à Toulouse. On construit des avions à Toulouse, vous savez. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avions. On a des centaines, des milliers même de personnes qui sont reclassées, on va dire, donc qui sont au chômage. Comment on fait? Comment on les oriente? Vers quoi on les oriente? Bon, voilà, grâce au simulateur, on va pouvoir détecter leurs compétences et lui dire, tu devrais faire ce genre de métier parce que tu as les talents pour. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire, il fait ce qu'il veut. Et c'est une gamme de métiers. Mais ça permet vraiment d'aider les gens à se positionner. Je parle beaucoup de l'orientation parce que je crois que c'est essentiel et il faut le faire très tôt. Je pense que les enfants, dès l'âge de 12 ans, peuvent être évalués, peuvent avoir des infos claires sur des métiers qui sont structurants pour eux. Et grâce à ces métiers-là, apprendre le socle de base. C'est très difficile aujourd'hui de demander aux enfants de s'asseoir devant un cours de maths, d'apprendre quelque chose, d'apprendre ce que c'est qu'une dérivée et de pas comprendre qu'est-ce qu'ils vont en faire dans leur vie. Ils ont besoin de comprendre beaucoup plus que ma génération, je dirais. Et l'idée que je pousse, c'est que ils apprennent en faisant. Et le fait de travailler avec des simulateurs sur des cas concrets, ça va leur donner des exemples, ça va créer des passions et ça va leur permettre d'apprendre facilement les mathématiques, la physique, la chimie à travers des passions, des métiers qui peuvent en plus aboutir à des vrais métiers. Donc rapidement leur donner de quoi vivre et répondre aux besoins de l'économie. Donc on a gagné sur tous les plans. Et je finirai par ça, en fait, voilà ma vision. Je vais un peu loin, hein. Peut-être que je vous perds un peu parce que vous vous dites qu'il est complètement fou, il est extrême, ça n'arrivera que dans 20 ans, mais moi je crois que ça va arriver. Je pense que l'école de demain, c'est une école comme ça. C'est une école où on partagera son temps de travail entre un travail ailleurs qu'à l'école, donc peut-être chez soi, mais c'est pas forcément, ça dépend des structures. Une partie dans le centre de formation, l'école que j'appelle le centre de formation, et tout ça piloté par l'entreprise. L'entreprise, aujourd'hui, l'économie, quand je parle de l'entreprise, c'est l'économie en fait qui a des besoins. C'est l'économie qui doit orienter la formation, la montée à compétences. Ça sert à rien de faire des milliers de responsables de com, de chefs du marketing, si vous n'avez pas de boulot à la fin, quoi. Moi, j'ai 3 enfants. Ce qu'ils veulent savoir, c'est comment ils vont gagner leur vie, quoi. Et si possible, comment ils peuvent gagner leur vie en faisant un métier qu'ils aiment. Donc c'est ça l'enjeu. C'est comment on répond aux besoins de l'industrie. Donc c'est l'industrie qui doit piloter les besoins. Les centres de formation, les écoles doivent répondre en faisant justement grâce à ces outils-là et grâce à des pédagogues efficaces, des parcours de formation qui vont vraiment individualiser les formations et s'adapter aux besoins de l'économie, de telle sorte que quand l'élève sort du centre de formation, il est employable. C'est pas moi tous les gros entrepreneurs que je rencontre me disent mais non, moi les jeunes que je prends, je les prends dans les centres de formation, ils viennent dans mon centre de formation à moi et je finis la formation dans mon centre de formation. Mais c'est idiot, quoi. C'est pas logique. Qu'il y ait une petite adaptation au poste de travail, etc. Ok, j'admets, mais c'est pas normal quand on reforme quelqu'un en disant ouais, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas refait leur formation, elle est plus adaptée à la réalité. On utilise des outils digitaux aussi, nous, dans nos métiers,
ils l'utilisent pas eux, enfin voilà. Donc, on a vraiment un enjeu, je pense, avec ces outils-là, pour changer la façon d'enseigner. Et on va jusqu'à la certification. Ça, c'est important. Il faut qualifier les compétences. Il faut qualifier. Et c'est pas un diplôme. Quand je dis certification, c'est pas un diplôme. On s'en fiche de savoir si vous êtes diplômé, soudeur, diplômé. C'est pas ça la question. C'est les compétences que vous avez acquises. C'est-à-dire qu'on va aller vous donner des diplômes. On appelle ça aussi des micro-compétences. C'est-à-dire qu'on va vous dire, vous êtes capable de démonter une prise électrique. Vous êtes capable de souder sur ce type d'appareil avec ce type, etc. Donc en fait, on décrit réellement des compétences qui sont utilisables dans le métier. Et quand vous allez voir un entrepreneur, quand vous allez essayer d'aller vous faire de progresser dans la formation, on aura des infos très très claires sur votre posture, sur votre positionnement. Et on va pouvoir vous amener beaucoup plus vite au travail. Et ces certificats sont digitaux, sont basés sur une norme internationale, de telle sorte que, avec Membus Academy, si vous avez une certification, elle est valable dans le monde entier. Où que vous alliez, elle est traduite dans toutes les langues et vous pouvez la présenter à tout le monde. Alors, nous on n'a pas, on est petit, vous vous en rendez compte, on n'a pas la vocation d'être un organisme qui va certifier des ouvriers sur des métiers. Nous, ce qu'on va certifier, c'est que la personne, elle est capable, par exemple, d'enseigner avec la réalité virtuelle. Que la personne, elle a suivi une formation intégrant des outils de réalité virtuelle. Donc, qu'elle est plus adaptable au métier du travail. Voyez. Mais c'est un enjeu crucial parce qu'aujourd'hui, toutes les formations sont en train de passer en digital, certifiées sur Internet, suivant une norme internationale. Si on n'est pas dans ce wagon-là, tous les organismes de formation qui appliqueront pas cette norme, qui s'appelle la norme IMS globale, ne seront pas reconnus au niveau international. Merci. Donc voilà, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que le partenariat qu'on bâtit avec Famib, je dirais ça fait 20 ans que je l'attendais, parce que et aujourd'hui, ce qu'on fait là aujourd'hui à Bamako au Mali, ça en est la preuve. Aujourd'hui dans la salle, ce qui se passe aujourd'hui est très très rare et est unique. Je fais ce que je vous présente là, c'est 20 ans que je le présente, grosso modo de la même manière. Mais c'est la première fois que j'ai devant moi des gens qui sont capables d'influencer et de décider de l'économie d'un pays. Si vous vous retrouvez ensemble, si vous discutez ensemble, vous pouvez prendre des décisions à l'échelle du Mali. D'habitude, moi, quand je fais des prières en général, mais on ne va pas jusque-là. Là, aujourd'hui, c'est unique dans ce sens-là. Vous avez des acteurs motivés, vous avez des solutions clés en main sur l'étagère et on peut vous montrer que ça marche. On l'a prouvé dans plein de pays déjà. Mais aucun pays a dit, OK, go, on crée un grand centre de formation on va reformer les formateurs. Parce qu'en fait, souvent, ce qu'on se dit, c'est que ouais, j'achète une mallette, super. Je la donne à mes formateurs, ils vont s'en servir. Le prof formateur, il connaît rien à ces outils-là, il a jamais vu du virtuel. Ça marche pas. À la fin, il rend la mallette en disant, ça sert à rien, ça marchera jamais. Et l'ambassadeur de l'Union européenne n'est plus là, donc non, c'est pas pour ça que je l'aurais dit quand même. Mais je suis allé à l'Union européenne à une réunion sur la formation professionnelle. La responsable de la formation professionnelle grecque, je me rappelle très bien, m'a coupé la parole et m'a dit, Monsieur Adalto, arrêtez avec vos solutions digitales. Le digital, on sait que ça marchera jamais dans la formation professionnelle. Donc quand on en est là, je veux dire, ça met les nerfs. Donc je suis très ému aujourd'hui d'être là parce que je me dis, Famib en particulier a réussi à fédérer autour de lui, autour d'eux, des bonnes volontés. Et on a tous ici la possibilité de montrer que ça marche à l'échelle d'un pays. Et si ça marche en plus, et si on le démontre au Mali, je trouve que c'est un joli pied de nez. Moi, je trouve ça très bien. En plus, pour la collaboration franco-africaine, c'est assez fabuleux. Donc, j'ai vu un centre de formation fabuleux ces derniers jours qui couvre exactement les métiers qu'on a pratiquement chez Membus. J'ai vu une équipe de développeurs capables de faire n'importe quel métier supplémentaire. Donc, on a les capacités de couvrir toutes les solutions. Et c'est quoi? On le fait demain, quoi, en fait. On a tout ce qu'il faut. Et donc voilà, moi je suis très très excité, enthousiaste. Ça se sent peut-être un peu, mais je pense qu'on a un moyen de montrer ce que moi je fais tous les jours dans tous les pays à l'échelle microscopique. Ici, vous pouvez les montrer au niveau national.
et ça serait vraiment fabuleux de le faire. Donc je remercie vraiment messieurs les ministres d'être venus, messieurs les financeurs d'être là aussi autour de la table, et surtout Amadou, je pense qu'on a la société à 10 ans, Famib, Membus à 10 ans. Je crois beaucoup aux rencontres, et cette rencontre-là, c'est sûrement une rencontre essentielle pour notre avenir. Merci à tous. Alors, merci beaucoup à notre partenaire Membus pour cette brillante présentation qui nous a fait voyager dans le monde du virtuel. Et merci également à nos deux ministres qui sont là, qui se sont prêtés au jeu. Donc, je vous demande de les applaudir encore une fois. Pour suivre encore une fois le programme, nous appelons M. François Thiraud, le directeur de l'AFD, s'il vous plaît. Monsieur le ministre de l'économie numérique et de la communication, ça va, vous m'entendez? Monsieur le ministre de l'économie numérique et de la communication, monsieur le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, cher monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, chers amis, alors je vais être tout à fait transparent avec vous. Cher Amadou, tu m'avais envoyé une anti-sèche. Genre, ouais, tu pourrais dire ça, tu pourrais dire ça. Bon, je ne sais pas si je vais tout dire. Mais dans ce que tu m'as envoyé, il y a quand même un terme qui a retenu mon attention, c'est le terme industrialisation. Et, il s'avère que récemment, j'ai lu un article sur l'industrialisation de l'Afrique, et je vais vous en donner quelques éléments. Une première phrase, l'industrialisation est au cœur des débats actuels sur le développement de l'Afrique subsaharienne. Il est de plus en plus clair, en effet, que l'idée d'une trajectoire africaine qui passerait directement de société rurale à une société de services high-tech est une illusion. N'en déplaise au chantre de la société post-industrielle, il n'y a pas de prospérité sans industrie. Et je crois que là, on est vraiment au cœur du sujet avec cette offre de formation professionnelle. Pardon, excusez-moi. J'aurais dû voir avant. Avec cette offre de formation professionnelle pour former les jeunes Maliens à des métiers relativement pointus, même si ce sont des métiers manuels, l'électricité, les surveillances de chantier, etc. Et donc cette offre de formation, elle me paraît très importante au Mali pour engager, merci beaucoup, pour engager ce processus d'industrialisation du pays. Industrialisation qui sera nécessaire pour le développement. Cette industrialisation, elle ne se fera pas que par le secteur privé, que par les entreprises. Les processus d'industrialisation dans le monde, c'est un partenariat étroit entre la puissance publique et les entreprises. L'industrialisation, elle a besoin du soutien de l'État pour assurer un retour sur investissement suffisamment important pour les entrepreneurs pionniers. Les exemples réussis au plan économique de l'Éthiopie et du Rwanda montrent que l'investissement public est la clé du développement, tout comme il fut déterminant pour le décollage de l'Europe au cours des révolutions industrielles. Le rôle de l'État est double. Favoriser le processus de découverte ex ante en soutenant l'entrepreneuriat et les investissements dans de nouvelles activités et écarter les secteurs improductifs ex post. Cela passe nécessairement par une politique industrielle active. Et la question qui se pose n'est donc pas de la pertinence de la politique industrielle, elle est évidente. Excusez-moi. Mais celle des conditions de sa mise en œuvre. La politique industrielle n'est pas seulement un assemblage complexe d'instruments de politique publique, mais un processus de découverte issu d'une collaboration stratégique entre le secteur privé et le gouvernement dans le but d'identifier les goulets d'étranglement et les activités les plus productives et d'en évaluer sérieusement les résultats pour apprendre des erreurs commises.
au Mali, je pense que je ne surprendrai personne en affirmant que l'un des goulets d'étranglement est la disponibilité d'une main-d'œuvre de qualité. Parmi les politiques publiques prioritaires figure donc la formation professionnelle, et je sais, Monsieur le ministre, que vous portez cette politique publique haut et fort dans l'agenda du gouvernement. Cette formation doit être réfléchie dans le cadre de la stratégie économique et industrielle. Et, Monsieur le Président, je rejoins tout à fait vos propos quand vous avez dit que l'offre de formation professionnelle doit suivre l'offre de travail. C'est bien les entreprises doivent déterminer le besoin de formation professionnelle. Et donc, la politique économique du gouvernement, les politiques publiques doivent commencer par quel secteur développer, ça peut être l'agriculture, l'agriculture étant une voie d'industrialisation, ça peut être évidemment d'autres secteurs, je ne vais pas les citer. Et une fois que cette politique publique est mise en œuvre, les entrepreneurs, donc les entrepreneurs privés vont venir s'insérer dans le cadre de cette politique grâce aux mesures incitatives lancées par le gouvernement. Et la formation professionnelle s'adressera ensuite à ces entrepreneurs pour dire quels sont vos besoins. Donc on est bien d'accord, la logique, c'est d'abord créer cette offre d'emploi, et c'est cette offre d'emploi qui déterminera les besoins en formation professionnelle. Cela me paraît très important de le dire, sinon, comme vous l'avez dit, on risque de se retrouver avec des chômeurs diplômés, des chômeurs formés, et je pense que socialement, il n'y a rien de pire. En tant que partenaire de longue date du gouvernement malien dans le domaine de la formation professionnelle, à travers notamment les projets assez forts, actifs et le projet emploi qui est en cours d'instruction, l'Agence française de développement que j'ai l'honneur de représenter se réjouit d'assister à cette présentation d'une solution innovante de formation professionnelle. Merci beaucoup de la promouvoir et de nous l'apporter au Mali, ici à Bamako. Merci beaucoup. Et cher Amadou, merci beaucoup de la promouvoir ici à travers le nouveau centre de formation professionnelle que tu as porté. Merci aux représentants du secteur privé qui, j'espère, emploiera les jeunes qui seront formés grâce à ces solutions innovantes pour résoudre le problème du chômage, le problème de la sous-qualification des jeunes, et donc pour promouvoir un avenir meilleur pour le Mali en général et pour sa jeunesse en particulier. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup à Monsieur le directeur de l'Agence française de développement. À présent, nous allons appeler Monsieur le ministre de l'économie numérique et de la communication, Monsieur Amadou Touré, s'il vous plaît. Je pensais que c'était le jeune frère qui allait parler d'abord. On est au Mali, donc la crotocratie va dominer. Monsieur le représentant du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Promotion des investissements, Monsieur le ministre de l'Emploi, de la Promotion professionnelle, Monsieur le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne au Mali, mon cher ami Bart Oubry,
Excellences, Monsieur l'ambassadeur de France, Monsieur le représentant de la Banque mondiale au Mali, Monsieur le représentant de l'UNICEF, le représentant de l'UNESCO, le directeur de Mimbus Academy, Monsieur le directeur de famille, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi, avant tout propos, Excellences, de saluer les excellentes relations d'amitié entre l'Union européenne et la République du Mali. C'est le fruit de cette belle coopération qui a donné naissance à sur les solutions adaptées aux besoins